Donc on va enchaîner directement, pas de pause, sur l'activité en cours. Donc vous allez voir, ça va être une continuité un peu avec ce premier talk, puisque je vais repartir des précurseurs qui ont précédé cette éruption. Donc je vais refaire un petit retour sur les précurseurs de cette éruption, sur le début d'activité et l'évolution actuelle de l'activité du volcan. Donc maintenant vous êtes bien familiarisé avec cette courbe d'inflation. Donc là j'ai mis une éruption attendue depuis 4 mois et demi, mais un peu trop attendue on va dire, parce qu'effectivement, même si là pour le coup on va dire qu'on l'a vu venir parce qu'il y a eu plein de paliers qu'on a appris de nos connaissances de 2016, il a refait la même chose en fait. Donc en 4 mois et demi, on a eu 3 phases d'inflation, de gonflement du volcan et de sismicité, interrompues par des phases d'accalmie, donc tout comme 2016. Vous avez donc ici, suite à l'éruption de septembre 2016, une reprise du gonflement du volcan et de la sismicité. Et vous remarquerez quand même que la sismicité reste faible par rapport au nombre de séismes journaliers qu'on avait avant 2007. Ça s'est calmé. Ça a repris deuxième quinzaine de décembre pour s'arrêter au 1er janvier 2017. De nouveau une phase d'accalmie et une faible reprise ici les 10 jours précédant l'éruption et une sismicité également relativement faible mais par contre bien présente. Donc ça ce sont pour les précurseurs on va dire géophysiques. Maintenant on a également des précurseurs à long terme au niveau du gaz où on fait des mesures régulières de concentration en gaz dans le sol, notamment de CO2 au niveau du gîte du volcan. Et on a vu donc que cette concentration a augmenté jusqu'au mois de décembre. Donc ça veut dire que lorsqu'on a du CO2 qui s'accumule dans le sol, c'est-à-dire qu'on a du magma qui remonte de plus profond, puisque le CO2 est un gaz qui dégaze à forte profondeur. Donc là on savait quand même qu'il y avait du magma qui remontait. Et une chute ici avant d'aboutir à l'éruption le 31 janvier 2017. Une éruption attendue, encore plus qu'attendue, le 31 janvier. Donc ici, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure. Vous avez donc une ligne, une heure, et les différents signaux sismiques. Le volcan, il a été gentil, il a attendu qu'on arrive au bureau. 4 heures TU, ça fait 8 heures du matin. Et donc, une accélération de la sismicité à 8 heures du matin au cours de la journée. Donc, dès 8 heures du matin, on savait qu'il y avait quand même quelque chose qui se préparait. Et à 10 heures, on a prévenu comme les autorités en disant qu'il y a une activité suspecte, puisqu'à 10 heures du matin, on était déjà, enfin 10 heures heure TU, donc 14 heures heure locale, on était déjà à 300 séismes dans la journée, alors que les jours précédents, on était à 20 séismes par jour. Donc on savait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se préparait, notamment au niveau du toit de la chambre et du point de rupture de la chambre magmatique. Et tout s'est accéléré ici à 15h22 heure locale, avec le début de la crise sismique, comme on l'a vu tout à l'heure. Tous ces séismes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc ça, c'est vraiment le magma qui part de la chambre. Donc là, on a re-alerté les autorités qui ont passé le niveau d'alerte en alerte 1, éruption imminente. Crise sismique et donc niveau d'alerte 1 qui a duré à peu près 4 heures, avant d'avoir donc le trémor volcanique qui apparaît vers 19h40, alerte de 2, éruption en cours, dans l'enclos. Puisque grâce à nos capteurs, donc on peut voir que l'éruption a débuté, grâce à ce signal que maintenant vous connaissez qui est le trémor volcanique, et grâce à nos réseaux de mesure, on pouvait voir que l'éruption était localisée, même avant sa sortie. Donc 3 heures avant que le magma sorte, on savait que l'éruption allait être localisée sur la partie château fort. Donc ça c'est un exemple de carte de trémor qui permet de localiser l'éruption, même si on n'a pas de retour visuel, que ce soit sur le terrain ou par les webcams. Et grâce également aux déformations, où ici vous avez des vecteurs GPS, qui montre bien donc que le dike est passé ici tout près du cratère Château Fort. Concernant maintenant donc l'évolution de l'éruption, donc j'ai pris plusieurs photos. Donc ici c'est le cône éruptif et l'évolution du cône éruptif entre plusieurs dates. Donc premier survol le 1er février, donc plusieurs heures après le début de l'éruption, donc une activité classique de début d'éruption, avec des fontaines de lave d'une trentaine, cinquantaine de mètres de haut ici, qui a déjà commencé à former donc un cône égueulé donc qui permet donc aux laves de se propager sur les flancs est du volcan. Deuxième prise de photo le 10 février, donc il faut savoir qu'entre les deux dates, malheureusement il y a eu une tempête qui ne nous a pas permis de nous rendre sur le terrain ni de faire l'image aérienne. Donc un changement de morphologie entre ces deux dates, avec un cône qui s'est bien formé ici. Et donc ça c'est vraiment typique d'une activité qui dure, puisqu'en début d'éruption, vous savez que c'est là que vous avez le plus fort dégazage. Donc vous avez des fontaines de lave, et ces fontaines de lave vont venir fermer ce cône volcanique. Et donc plus une éruption va durer,
plus on a un cône qui va venir se refermer et former donc un joli petit cône. Et suite à la fermeture de ce cône, l'activité ensuite se fait essentiellement en tunnel de lave, puisque la magma ne peut plus sortir par l'égueulement du cône, et donc le magma va se propager en tunnel de lave dans la partie basale du cône terminal. Donc les débits qui ont été estimés donc à la fois par nos mesures de terrain ou par méthode satellite ont montré qu'en début d'éruption, on était entre 3 à 7 mètres cubes par seconde. Le 10 février ici, on était plutôt à des valeurs inférieures à 1 mètre cube par seconde, l'essentiel se faisant bien sûr en tunnel de lave. Dernière photo, le 22 février ici, on a toujours donc ce cône volcanique qui est bien fermé, et la principale différence, donc c'est un hauteur de cône qui augmente. Le 10 février, on était à une trentaine de mètres de haut pour le cône. 12 jours après, on a augmenté de 3 à 6 mètres la hauteur du cône. Et point important également, c'est cette haute épaisseur de coulée de lave ici, à la base du cône, qui a passé de 14 mètres le 10 février à 18-20 mètres le 22 février. Lorsqu'on s'éloigne maintenant un peu plus, donc on voit bien sur cette vue donc, ce cône égueulé de début d'éruption, ces lavas fontaines qui se font sur plusieurs spots, et donc ces coulées qui peuvent s'épancher assez loin en début d'éruption, puisqu'on a un chenal qui est bien ouvert. 10 février, le cône bien fermé, activité en tunnel de lave sur environ 50-60 mètres de long, et des cassures dans le tunnel de lave qui permettent donc à des petits chenaux de se former et des petits chenaux de coulée pohoy de se former plus en aval. Et on s'éloigne encore ici le 22 février, donc on retrouve également cette activité et un épaississement de la coulée ici et des petits chenaux qui se propagent en base du cône volcanique. Donc là encore une vue un peu plus lointaine où on voit justement les différences de morphologie entre le début d'éruption et le milieu d'éruption. Donc on a pu quand même réaliser à l'observatoire des sorties terrain. Donc autour des sorties de terrain, vous savez peut-être, on fait plusieurs choses. Donc on fait des prélèvements de lave, ça nous donne une idée d'où vient le magma, s'il y a une évolution, si on peut s'attendre à une recharge de magma, si on nous pose souvent la question si l'éruption va durer, même si on ne peut pas y répondre, on a des indices quand même qui nous donnent des idées si jamais elle s'arrête, si elle peut reprendre, etc. Et on fait également de l'imagerie thermique. Donc vous avez ici les imageries thermiques prises le premier jour de l'éruption. Donc vous voyez, donc, on va reprendre celle-là en premier, donc des laves extrêmement chaudes, ça c'est pas nouveau, qui sortent entre 1200 et 1250 degrés. Un chenal qui est bien formé ici, et donc des coulées de lave qui restent chaudes assez loin, puisque le régime éruptif est essentiellement en coulée de lave et non pas en tunnel. Alors que dès le 10 février, l'essentiel des coulées est beaucoup plus fraîche, puisqu'elles sont isolées thermiquement de l'atmosphère par le régime en tunnel de lave. Concernant maintenant les signaux géophysiques qui correspondent à cette activité, donc je vous ai représenté ici donc, la courbe qu'on met en ligne tous les jours sur le site web de l'Observatoire, qui est la courbe du trémor, et qui représente l'activité, l'intensité éruptive du volcan. Donc ici, le début de l'éruption, donc une activité assez forte. Il faut savoir qu'en début d'éruption, je vous l'ai dit, c'est là qu'on a le plus fort dégazage, les plus fortes fontaines de lave, donc du coup qui font vibrer le sol de manière très importante, donc un trémor assez important, qui chute assez vite. Donc là aussi, c'est caractéristique des éruptions du piton de la fournaise. Donc une chute assez importante du fait de l'activité qui commence à se déstabiliser, la partie gaz qui est de moins en moins importante. Et on a des cas de figure où l'activité se termine comme ça au bout de 2-3 jours. Donc c'est une première sorte d'activité au piton de la fournaise. Et quelquefois, comme c'est le cas ici pour cette éruption, ça reprend. Donc ça augmente progressivement jusqu'à se stabiliser. Et donc cette augmentation, qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, c'est lié au régime tunnel de lave. Il faut savoir que le magma, quand il se débite en tunnel de lave, il va résonner dans le tunnel de lave et donc ça va générer une vibration plus importante et c'est pour ça que le trémor augmente durant cette phase-là. Et ensuite, on a une phase de stabilisation et des variations qui sont certainement liées soit à des variations des débits en profondeur du magma ou de géométrie du conduit, que ce soit au niveau du élément éruptif ou au niveau du dike qui alimente l'éruption. Point important là également, le gonflement du volcan pendant l'éruption. Donc toujours pareil, en début d'éruption, on observe souvent une petite déflation. Donc ça c'est lié au fait qu'on a un transfert de magma depuis la zone centrale sous le Dolomieu vers le site éruptif. Donc forcément la zone centrale va se dégonfler. Et on observe donc depuis à peu près, on va dire le 4-5 février,
un gonflement, une inflation quasiment continue de l'édifice. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, le réservoir magmatique se fait toujours recharger. Ça ne veut pas dire que l'éruption va durer, parce que l'éruption peut s'arrêter comme ça là en 5 minutes, soit par une obstruction de conduit, soit par d'autres paramètres, mais ça veut dire que si jamais l'éruption actuelle devait s'arrêter, qu'elle pourrait reprendre, soit sur le même site si l'éruption devait reprendre dans plusieurs jours, ou soit sur un autre site si elle devait reprendre dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc ça c'est important parce que ça peut présager d'une année 2007 assez active. Concernant maintenant les flux de SO2 qui ont été émis en surface, donc là on retrouve toujours pareil en début d'éruption lorsque les fontaines de lave sont importantes, des flux de SO2 importants, et une chute et une stabilisation à des niveaux assez bas qu'on peut corréler également au débit. Et on retrouve des débits assez similaires à ce que je vous ai montré tout à l'heure, des débits de l'ordre de 10 mètres cubes en début d'éruption et plutôt de l'ordre de 1 mètre cube actuellement par seconde. Donc dernier point, c'est l'évolution des coulées de lave au cours du temps. Donc on a pu faire 4 survols hélicoptères ou ULM pour pouvoir cartographier de manière précise les coulées de lave. Donc on a actuellement un étudiant en thèse qui, à partir de ces images photos, permet de faire de la reconstruction 3D. Et donc on peut avoir une idée des volumes qui ont été émis et donc de la surface qui a été impactée par les coulées de lave. Donc au premier jour, voici l'extension de la coulée de lave. Il faut savoir que pour cette éruption, on a eu 2 petites fissures qui sont ouvertes ici un peu plus en amont, mais ces fissures n'ont pas été actives très très longtemps, puisque lorsqu'on a fait le survol le lendemain matin, elles étaient déjà complètement inactives. Donc un point d'activité qui se focalise ici, une longueur de coulée le premier jour d'environ 750 mètres, et une évolution le deuxième jour ici, avec 350 mètres de plus environ. Autre point, c'était le 10. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le 2 et le 10, il y a la tempête qui est passée par là, donc on n'a pas pu faire de survol. Et on voit bien ici donc l'extension des coulées qui atteint donc le haut des grandes pentes. Donc haut des grandes pentes, ce front actuellement est complètement inactif. La dernière fois qu'on l'a vu actif, c'était juste avant le passage de la tempête Carlos. Donc ça, c'est lié vraiment à l'activité actuelle, où on a une activité en tunnel de lave, avec ce cône qui est ici, une activité qui a tendance plutôt à épaissir la coulée ici, plutôt qu'à l'élargir en longueur de ce côté-là. Et donc le dernier survol qui a été fait donc 12 jours après le 10 février montre cela. Donc il n'y a pas d'évolution dans ces parties-là. Il y a juste un épaississement ici, un élargissement ici sur la partie nord et sud, et un épaississement ici au niveau du cône. Donc il faut savoir ici que la partie rose là, qui est mal définie, c'est parce que le panache était de ce côté-là, donc il n'a pas pu cartographier de manière précise la partie nord au-dessus du cône. Et ce qui est important à savoir ici, c'est que le front de coulée n'est plus du tout actif, et on a juste une activité qui est focalisée dans la partie amont de la coulée de lave, essentiellement en tunnel de lave. Donc ce qui fait qu'actuellement, le front de coulée reste quand même assez loin de la route nationale, puisqu'on est encore à 5 km de la route nationale, 6 km du littoral. Et donc pour l'instant, si l'activité devait rester comme ça, on est encore loin d'une coulée qui traverse la route. Voilà.